Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bunker. Alors souvenez-vous, nous nous sommes quittés en 1919, le traité de Versailles venait d'être signé et les États-Unis, déçus des choix européens, avaient décidé de ne pas le ratifier et de ne pas entrer à la Société des Nations. Pour replacer dans le contexte, à cette époque, aux États-Unis, ce sont les débuts du jazz. Cette nation a acquis un pouvoir assez important grâce à la guerre. Elle en est en réalité la grande gagnante, n'ayant pas subi de destruction et avec un nombre de victimes moins important. Le pays dépasse désormais toutes les puissances européennes d'un point de vue militaire, mais aussi commercial. Les USA sont riches, la croissance est forte, la production industrielle et le développement aéronautique explosent. La ville devient le nouveau modèle de vie. Tout semble sourire aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis sont repliés sur eux-mêmes. Le pays se retrouve enrichi mais sans réel contact diplomatique avec l'Europe. L'économie de guerre, mise en place en 1917, doit être reconvertie et l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation générale des prix, doit être combattue. Les nouvelles richesses sont mal réparties et cela provoque beaucoup de tensions et inégalités socio-spatiales. Revendications, grèves, soulèvements, attentats, c'est aussi l'époque de la prohibition, c'est-à-dire que la production et la vente d'alcool sont interdites. C'est donc l'émergence des marchés noirs et de la mafia. Malgré l'économie florissante, le pouvoir d'achat d'une grande partie de la population ne décolle pas. Pour remédier à cela, beaucoup d'emprunts sont contractés pour se doter des nouvelles innovations technologiques comme l'automobile ou la radio. L'économie repose donc sur les prêts, mais aussi sur la spéculation boursière. La population américaine, urbaine majoritairement, achète une quantité folle d'actions et cela fait s'envoler le Dow Jones qui est, au passage, le plus vieil indice boursier. L'argent circule, les productions sont importantes, les ventes également. Octobre 1929. Les actions n'attirent plus autant et les ventes stagnent. La peur de perdre de l'argent pousse les investisseurs à revendre massivement leurs actions. Les prix dégringolent alors. 24 octobre 1929. C'est le krach boursier. Le fameux jeudi noir. La crise économique au départ devient sociale. Le chômage explose et le pays se retrouve en surproduction, c'est-à-dire qu'il produit plus qu'il ne consomme. Les États-Unis sont alors entrés dans un véritable cercle vicieux, c'est la Grande Dépression. Et la Seconde Guerre dans tout ça? La crise américaine a-t-elle été l'un des facteurs du second embrasement mondial? Pour tenter d'enrayer la crise, les USA rapatrient leurs capitaux investis en Allemagne en 1919. Déjà, fort affaibli par le poids du traité de Versailles, ce pays entre à son tour dans une grave crise. Mais il n'est pas le seul à ressentir les effets négatifs de la Grande Dépression outre-Atlantique. Le contexte économique des années 30 renforce les inégalités sociales liées à la Grande Guerre et favorise l'émergence des régimes fascistes. Allemagne, 30 janvier 1933. Adolf Hitler, leader du Parti national-socialiste, NSDAP ou parti nazi, est nommé chancelier. Très vite, il met en place une politique antisémite. 2 août 1934, le président Hindenburg meurt. Adolf Hitler et son parti sont alors seuls au pouvoir, la dictature est entière. 7 mars 1936, piétinant le traité de Versailles, Adolf Hitler remilitarise son pays. L'Europe, encore traumatisée par le conflit de 14-18, ne veut pas de nouvelle guerre. Elle décide donc de ne pas réagir aux actions de l'Allemagne. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le reste de l'Europe réagit enfin, la Seconde Guerre mondiale est officiellement déclarée. Pendant ce temps-là, aux USA. 8 novembre 1932, les États-Unis élisent leur 32e président, Franklin Roosevelt. Très vite, le nouveau président doit faire un choix entre deux doctrines de ses prédécesseurs. L'isolationnisme de Monroe pour se concentrer sur son pays et le sortir de la crise, ou l'interventionnisme de Wilson pour apporter la paix dans le monde et aider les démocraties face aux autocraties fascistes. Le choix est celui de la neutralité. Cependant, les États-Unis vont commercer, notamment des armes avec le Royaume-Uni, et aussi leur apporter
une aide financière. Mais le contexte européen rattrape très vite les États-Unis. La chute de Paris en juin 1940 et l'entrée en guerre de l'URSS l'année suivante ébranlent leur volonté isolationniste. Côté Océan Pacifique, le Japon, allié de l'Allemagne nazie, a aussi des volontés expansionnistes. Ce pays s'étend en Corée et en Chine. Contre cette politique, les États-Unis décident d'imposer un embargo du fer et de l'acier à cet empire. La guerre est désormais présente partout dans le monde. 8 décembre 1941. Le président Roosevelt annonce à la radio. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. En effet, l'aviation japonaise a bombardé la base militaire américaine de Pearl Harbor située dans le Pacifique. Les USA entrent en guerre contre le Japon et ceci marque leur premier pas dans le second embrasement mondial. 3 jours plus tard, le jeu des alliances se met en place. L'Allemagne et l'Italie, alliés du Japon au sein de l'Axe, déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis. 22 décembre 1941. Roosevelt et Churchill, le premier ministre anglais, s'allient à leur tour. Le second embrasement mondial compte désormais tous ces belligérants. Les forces américaines vont se concentrer sur le continent européen, le Troisième Reich étant perçu comme la menace prioritaire. Nuit du 5 au 6 juin 1944. Le temps est mauvais, une tempête se prépare et pourtant l'opération Overlord est lancée. 6h30, première vague, 7h45, seconde vague. Le débarquement allié tant espéré par la France a enfin lieu. Le mur de l'Atlantique mis en place par l'armée nazie, malgré les dégâts qu'il cause, ne parvient pas à enrayer l'avancée des Alliés. Près de 150 000 hommes et 1500 chars débarquent à l'aide de 4266 navires. L'aviation de plus de 10 000 appareils pilonnent les détachements allemands pour permettre à l'infanterie d'avancer sur les plages normandes. Les 722 navires de guerre font de même. Il s'agit, sans doute, d'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire de l'humanité. La logistique et les moyens développés sont tout simplement titanesques. Yalta, 4 février 1945. Les Alliés, Roosevelt, Churchill et Staline, le leader de l'URSS, se retrouvent pour une conférence. Celle-ci a 3 grands objectifs. Adopter une stratégie commune afin de rapidement terminer la guerre, organiser la prise en main de l'Europe à la chute du Troisième Reich. On parle alors déjà d'un découpage de l'Allemagne organisé entre les forces victorieuses. Et enfin, trouver des solutions pour garantir la paix mondiale à l'avenir. Les tensions entre les représentants de l'Ouest et ceux de l'Est sont déjà présentes, ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir. Les Alliés subissent de très lourdes pertes, mais les armées du Troisième Reich reculent et continueront de reculer, coincées entre les forces soviétiques à l'Est et les forces alliées à l'Ouest. Elles reculeront jusqu'au 8 mai 1945, date de la capitulation de l'Allemagne nazie. La guerre est donc achevée en Europe en mai 1945. Mais les combats font toujours rage dans le Pacifique. Pour clôturer le conflit, Truman, le nouveau président américain, prend une décision sans précédent. Exécuter le projet Manhattan. 6 août 1945, Hiroshima. 9 août 1945, Nagasaki. 2 bombes, plus de 100 000 morts et 130 000 blessés. Le Japon arrête les combats et capitule le 2 septembre. La puissance atomique a montré toute l'horreur dont elle est capable. La Deuxième Guerre mondiale est terminée. Le Japon est occupé par les Américains. Mais que devient l'Europe ? L'Europe est dévastée, ruinée. La misère est partout, l'économie est dans un gouffre. Une reconstruction rapide et dans tous les domaines, bâtiments, économie, infrastructures, industrie, est absolument nécessaire pour le vieux continent. San Francisco, 24 octobre 1945. La SDN est remplacée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle réunit 51 États qui vont œuvrer pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer des relations amicales entre toutes les nations, réaliser la coopération internationale et insister dans le respect des droits de l'homme, et enfin être un centre où s'harmonisent les efforts de plusieurs nations
dans des objectifs communs. Les USA enterrent définitivement leur politique isolationniste et élaborent un nouveau plan pour contenir l'avancée soviétique. 12 mars 1947, le président Truman prend la parole. Vous pouvez trouver ce discours dans la description de la vidéo. Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se retrouvent placées devant le choix entre deux modes de vie. Et trop souvent, ce choix n'est pas un libre choix. L'un de ces modes de vie est basé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour la liberté individuelle, la liberté d'expression et de religion, et pour être libre de toute oppression politique. Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle. Je crois que nous devons aider les peuples libres à accomplir leur propre destinée selon leur mode de vie propre. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière indispensable à la stabilité économique et au fonctionnement régulier des institutions politiques. Le germe des régimes totalitaires est nourri par la misère et le besoin. Il s'étend et se développe dans la mauvaise terre de la pauvreté et de la guerre civile. Il atteint son plein développement lorsque tout espoir de vie meilleure est mort pour le peuple. Nous devons garder cet espoir vivant. 5 mai 1947. Le général Marshall propose son plan, communément appelé le plan Marshall, à tous les pays d'Europe, y compris l'URSS. Ce plan vise à proposer une aide financière exceptionnelle pour aider à leur reconstruction. Mais cette proposition ne relève pas du simple altruisme. Les États-Unis espèrent que la reprise économique rapide de l'Europe sera favorable à l'économie américaine. L'aide apportée sous-entend très fortement l'approvisionnement de produits américains. De plus, ce plan vise également à contrer la progression du communisme. 16 pays vont accepter cette aide. L'URSS refuse et les pays communistes vont suivre son exemple. Les pays signataires, outre l'aide financière, vont connaître l'arrivée du cinéma hollywoodien et de beaucoup de marques emblématiques américaines. L'entente Est-Ouest de la Seconde Guerre mondiale se fissure déjà, entre socialisme soviétique d'un côté et capitalisme américain de l'autre. Merci à toutes, merci à tous de votre écoute et de vos retours sur notre précédente vidéo. Nous avons essayé dans la mesure du possible de respecter vos critiques les plus constructives. Nous vous invitons donc à réitérer vos suggestions dans l'espace commentaire situé sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil dans la description de cette vidéo où vous y trouverez une fiche cours complète ainsi que tous les documents nécessaires à la compréhension. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas non plus à laisser un petit clic sur le pouce bleu, c'est apprécié et appréciable. Nous possédons désormais une page Facebook, un compte Twitter et un compte Instagram. Si vous nous rejoignez, vous suivrez les avancées des différentes productions. On se retrouve très vite avec un cours, cette fois-ci basé sur le temps de la guerre froide. Merci encore et à bientôt dans le bunker. Prenez soin de vous.